Alors les amis, que de mauvaises nouvelles du côté du Canada. Après que le ministre de l'Immigration, M. Mark Miller, ait annoncé qu'en 2024, seulement 360 000 permis d'études seront délivrés, alors même qu'on sait qu'en 2023, c'était jusqu'à 550 000 permis d'études qui avaient été délivrés. C'est au tour du ministre du Québec d'annoncer qu'il est en train d'engager, n'est-ce pas, comme ça, les démarches pour réduire le nombre de permis de travail qui pourront être délivrés dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Alors les amis, je vous laisse écouter cet extrait de journal dans lequel il s'exprime à ce sujet. De la CAQ, il y a une publicité, là, c'est vraiment... ils veulent remettre, on en parlait plus tôt cette semaine, les compteurs à zéro, repartir sans distraction, c'est le mot à la mode. Voici un extrait de la publicité. Mais je vais vous faire écouter parce que l'immigration aussi a rattrapé comme sujet le caucus de la CAQ ce matin. 9 millions de Québécois maintenant. On a demandé à M. Legault, est-ce une bonne chose? On va l'entendre. Mais d'abord, voulez-vous baisser le nombre de travailleurs temporaires au Québec? Voici ses réponses. Christine Fréchette est en train de regarder ça. On n'exclut pas ça. Donc, l'intention, c'est de... On n'exclut pas ça. On est en train de l'examiner. Il y a des plus, puis il y a des moins, là. Puis comme on l'a dit, puis comme je l'ai écrit dans une lettre à Justin Trudeau, d'avoir près de 150 000 demandeurs d'asile en même temps, ça met une pression sur le logement, sur les services en santé, en éducation. Ça pose un défi aussi sur l'avenir du français. Donc, nous, ce qu'on pense, là, c'est qu'on doit réduire le nombre. Au Parti libéral du Québec, c'est une bonne nouvelle qu'on soit à 9 millions. Nos services, tantôt on en parlait, vont nécessiter une croissance accrue. Il faut répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Ça prend de l'immigration. On va laisser aux autres proposer de rapetisser le Québec, de fermer les frontières. On fait croire aux Québécois, Québécoises qu'on réduit les seuils. Là, bien sûr, on parle d'immigration permanente, mais pendant ce temps-là, on a fait exploser de manière déraisonnable l'immigration temporaire. Puis ça, l'immigration temporaire, c'est un mauvais modèle pour les personnes immigrantes, parce que c'est synonyme de précarité. Puis c'est un mauvais modèle aussi pour le Québec. Bon, alors, le diable est dans les détails, comme disent les Anglais. Demandeurs d'asile, vous avez peut-être entendu le chef du Bloc qui dit ça, tout le monde s'entend, on trouve qu'ils viennent trop à Montréal, la proportion du Québec est trop grande. Mais quand on demande au Québec, travailleurs temporaires, voulez-vous diminuer? Vous avez entendu M. Legault, pas certain. Tour de table, Hélène Buzzetti, ça fera partie du débat politique au cours des prochaines semaines. Comment tout ça va se placer d'après vous? Oui, c'est sûr qu'on essaie de se montrer ouvert parce que c'est dans le ton du débat en ce moment. Tout le monde réclame des diminutions. Mais vous noterez que le Québec persiste à vouloir plutôt cibler les demandeurs d'asile parce que, contrairement aux étudiants étrangers et aux travailleurs temporaires, ils ne sont pas réclamés de quiconque dans la société. C'est-à-dire que les universités, elles veulent ces étudiants étrangers parce que ça permet de maintenir leur budget à flot. Les entreprises, et en particulier les entreprises agricoles, réclament ces travailleurs temporaires parce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre, mais il n'y a pas d'entité dans la société qui dit nous, on a absolument besoin de demandeurs d'asile. Alors, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à ce groupe-là et en plus, ça a l'avantage, si je puis dire, d'être surtout contrôlé par Ottawa. Donc, on pèle le problème dans la cour du fédéral. Alors, je pense que c'est pour ça que Québec s'attaque surtout à ça et aussi parce qu'il y a des enjeux qui sont propres à l'accueil des demandeurs d'asile qu'il n'y a pas avec les autres, mais néanmoins, il y a une forme d'une façon de prendre la voie facile, s'il vous plaît, si vous voulez, du débat de l'immigration en ciblant les réfugiés plutôt que les autres groupes. Parce que ça, de ce côté-là, clairement, il y a un débordement qui est reconnu et à Montréal, mais à Toronto, on en parlait. Michel David là-dessus, Chantal, et après. Oui, bien, les travailleurs temporaires, là, ça devenait un peu délicat pour M. Legault de dire à Ottawa, fais ci, fais ça, puis moi, je fais rien. Alors, il y a une partie des travailleurs temporaires qui relèvent, petite partie peut-être, mais partie quand même qui relève de Québec. Et là, je pense que M. Legault est bien conscient qu'on va lui dire, regarde, fais ta part, là. Le problème, c'est que c'est pas si simple. Là, il dit on va resserrer les critères. Honnêtement, je ne sais pas trop quels sont les critères pour les travailleurs temporaires, mais ils sont demandés. Ils ont un contrat, ils viennent à la demande d'un employeur. Alors, à qui on va dire non? On va dire non aux agriculteurs là, qui
en ont absolument besoin. On va dire non à l'hôtellerie, la restauration qui ne trouvent pas de... C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas pour rien que ça avait été exclu du débat sur les seuils d'immigration à l'automne dernier. On avait dit, mais comment ça se fait que vous n'en parlez pas? Ah, on va en parler plus tard. Ouais. C'est que c'est pas simple. Voilà. Chantal, c'est pas simple. Non, mais le fait est, Hélène a complètement raison. D'abord, c'est beaucoup plus facile de dire je vais discuter avec Ottawa et leur dire de faire leur boulot que de commencer à parler à des entreprises en disant est-ce que vous avez vraiment besoin de travailleurs temporaires ou est-ce que vous n'avez pas développé une excellente habitude de payer des gens à rabais plutôt que d'offrir des salaires qui permettraient à des gens qui sont ici de vouloir faire ces emplois-là et de pouvoir manger à la fin de la semaine en les faisant. Et la CAQ va devenir vulnérable sur la question des travailleurs temporaires à cause de cette espèce d'habitude, parce que ce que ça fait au total, c'est que ça réduit la capacité pour les gens qui sont ici de gagner honorablement leur vie. On prend des travailleurs à rabais et donc on maintient des salaires à rabais aussi pour des gens qui sont dans ces cases-là. Et à terme, ça appauvrit la société québécoise. Et les entreprises, si je peux me permettre, ne se préoccupent pas peut-être assez de les loger et de trouver des logements. Eux, ils s'occupent de leur donner du travail, puis on voit le résultat. OK, je poursuis, parce que l'autre sujet au caucus de la CAQ intéressant, c'est le déficit zéro. Là, c'est écrit dans le ciel. On dit, vous savez, on a dépensé beaucoup d'argent. On va écouter le ministre des Finances et M. Legault. La saine gestion des finances publiques, c'est un élément important dans un gouvernement, mais encore plus important pour les citoyens, c'est la livraison des services. Alors, on veut, et les Québécois demandent, une amélioration des services en santé et en éducation, et l'amélioration des conditions de travail dans le secteur public va aider. On fait le choix d'investir massivement en éducation et en santé. C'est un choix budgétaire qui est très important. Par contre, de l'autre côté, en économie, on est en train de créer de la richesse, puis on a réduit notre écart de revenus avec nos voisins. Il y a un défi toujours de rigueur budgétaire, mais il n'y aura pas d'austérité. C'est la dernière partie de la phrase, Michel David, que M. Legault voulait qu'on retienne au Québec. Pas d'austérité. Puis déficit zéro, bien, s'il faut qu'on leur pose de 2-3 ans, on leur poussera de 2-3 ans. Là. Oui, bien ça, je pense que c'était entendu depuis un bon moment déjà. C'était pas décidé, mais il est clair dans l'esprit de M. Legault qu'il n'était pas question de retourner dans n'importe quoi qui aurait de l'air de l'austérité. Ils ont retenu la leçon là, de la mésaventure de M. Couillard. Mais un coup qu'on a dit ça, là, c'est difficile de dire on va quand même agir de façon rigoureuse, mais les services ne seront pas affectés. Les libéraux disaient la même chose, puis ça se peut juste pas. Et surtout pas quand on arrive à un moment, par exemple, en éducation et en santé, c'est pas juste de maintenir les services à leur niveau actuel. Le niveau actuel, il est jugé inacceptable par la population. Il faut les améliorer. Et c'est là que ça prend de l'argent, ça prend du personnel, bien sûr, mais on ne peut pas se contenter de dire, bien là, on va faire en sorte qu'ils ne se détériorent pas. Ils ont promis de les améliorer. Et ça, quand on n'a pas d'argent, c'est plus difficile. Oui, mais là, une des raisons pourquoi il n'y a pas d'argent, d'ici, c'est qu'on en a mis beaucoup, beaucoup dans ce qui vient d'être conclu. Accepté, on verra, mais conclu. Chantal. Et ce qui vient d'être conclu, ça s'inscrirait probablement dans ce choix d'aider les services publics à s'améliorer. Sauf que l'automne dernier, là, avant les négociations, quand on projetait d'en donner moins en salaire, les services publics étaient déjà défaillants. Et le choix d'investir massivement était moins clair. Les négociations ont un peu le dos large, mais quand on a pratiqué des baisses d'impôts, l'éducation et la santé allaient déjà assez mal. Alors, quelque part, là, on est en train de dire nos cibles budgétaires vont être rectifiées parce qu'on a donné des augmentations de salaire qui sont des investissements massifs dans les systèmes de santé et d'éducation. C'est pas vraiment ça, là. On n'a pas investi dans le système en améliorant les conditions salariales. On s'est assuré que le système continue à rouler jusqu'à ce qu'on réussisse à l'améliorer en trouvant d'autres argent pour l'améliorer. Hélène?
Oui, puis on ne sait pas encore quel est l'impact total réel de cette hausse salariale accordée, mais sachant qu'un point de pourcentage équivaut à 600 millions de dollars de dépenses supplémentaires par année, et par rapport à ce qui était prévu, on parle de peut-être 2, 3, voire 4 milliards de plus par année que ce que le gouvernement avait budgété, et ça à chaque année. Juste pour donner un ordre de grandeur, là, le déficit est à peu près de 5 milliards. Là. Alors c'est énorme ce qui pourrait être demandé. Et moi, ça me ramène au budget de l'année dernière, quand M. Girard a annoncé des baisses d'impôts récurrentes de 1,7 milliard. Il y avait quelque chose d'irresponsable là-dedans. C'est toujours la même tentation des gouvernements. Dès qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre qui se dégage, et voilà, on le donne en réduction d'impôts sans voir plus loin que le bout de son nez. On le savait qu'il y avait des négociations qui s'en venaient. On savait qu'il y avait un appétit du côté des syndicats pour combler l'inflation. Et on a tout de suite dilapidé cet argent-là. On se retrouve dans cette situation-là. Il faudra bien payer à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, augmenter les impôts, diminuer les services, reporter à plus tard l'équilibre budgétaire. Mais il faudra payer. Un mot sur Denis Coderre et le Parti libéral du Québec. On va écouter Marc Tanguay et Joël Lightbound qui, lui, se dit intéressé par tout ça. On écoute. Je vais laisser Denis Coderre compléter sa réflexion, puis ça lui appartient, hein. Chose certaine, il est en réflexion et ça démontre qu'il y aura, c'est un exemple, qu'il y aura à terme plus d'une candidature de qualité pour la course à la chefferie. La porte n'est pas complètement fermée, mais disons que je suis ici au PLC à m'activer comme député fédéral, puis je suis pas en train de faire campagne là, pour le PLQ du tout. Là. Bon, vous allez me dire, Chantal, c'est 2025 quand même. Il n'y a pas l'air d'un gars qui pense à ça jour et nuit, là. Non, et ça ressemble à la réponse de François-Philippe Champagne, hein, qui est l'autre personne que beaucoup de libéraux voudraient voir et que j'imagine que François Legault voudrait vraiment pas voir comme chef du Parti libéral du Québec. Le fait est que Denis Coderre court un risque, c'est de se mettre sur la place publique. Il va attirer les caméras et quand ça va devenir la vraie course, tout à coup, il va arriver des candidats plus frais, plus nouveaux, peut-être plus excitant aussi, avec moins de bagages de défaite. Et il va déjà avoir donné l'impression qu'il a déjà déballé tout ce qu'il y avait à déballer. Alors, c'est un pari qu'il fait. On verra à l'usure, mais la preuve n'est pas faite que sa recette va fonctionner. Oui, ça puis la course est longue, Michel. Oui, mais M. Coderre, on le sait tous, c'est un accro de la politique là, qui n'a pas pu résister à la possibilité de retrouver une chaise de chef quelque part. Mais c'est un gars qui est capable quand même d'analyser la situation. Il s'est peut-être dit, bon, mais là, ça a l'air que c'est pas bien évident de trouver quelqu'un et moi, je vais y aller et puis je remplis le vide. Peut-être que ça va être juste un intérim, peut-être que la conjoncture va faire qu'il va y avoir une espèce d'atmosphère référendaire puis que je vais devenir le chef d'équipe Canada, je ne sais pas, mais je pense qu'il a vu une ouverture et l'avenir va peut-être lui donner raison parce que, écoutez, c'est bien beau là, de s'en aller là, mais il n'y a pas grand monde qui pense que le Parti libéral va gagner la prochaine élection. Alors, est-ce qu'un nouveau chef issu des affaires au venant d'Ottawa ou Dieu sait d'où va avoir le goût de ramer pendant 6, 7, 8 ans dans Gravelle dans l'opposition? M. Coderre est prêt à le faire, mais c'est ce qu'il dit presque. Si d'autres c'est intéressant, Michel, c'est pas mal ce qu'il dit. Je crois que c'est même lui qui a dit « Je pourrais être un chef de transition. » Puis s'il y a une grosse pointure dans le monde des affaires, attendez, je vais aller essayer de bâtir une maison, Hélène. Oui, aller réchauffer le banc, peut-être. C'est pas impossible. En même temps, ce que je remarque, c'est qu'on nous avait dit que cette candidature aurait au moins le bénéfice de donner du oomph à cette course et d'attirer d'autres candidatures. Et pour l'instant, je sais que c'est un peu tôt, mais on ne voit pas ça se produire. On parlait de Joël Lightbound. Moi, ce que j'entends en coulisses, c'est que sa situation personnelle a changé récemment et qu'il dit qu'il ne ferme pas la porte, mais il reste vraiment plus beaucoup d'ouverture. Je pense qu'il se sent rester à Ottawa au-delà de 2025. Bon. Et on parlait de M. Champagne. Eh bien, lui, il a le poste du chef du Parti libéral du Canada qui l'intéresse et ce poste-là, qu'on le veuille ou non, risque de se libérer plus tôt que tard. Ce sera peut-être pas d'ici
l'élection. Je pense que ça ne le sera pas, mais il va se libérer. Bon. Et donc, je ne suis pas sûre que lui non plus, il a le goût d'aller jouer le chef intérimaire à Québec. Bien, parlons-en. Non, il y aura le choix entre deux banquettes d'opposition à ce moment-là. Oui, mais dans l'espoir de peut-être reconquérir le pouvoir à Ottawa. Bon, je pense que ses chances de devenir chef du PLQ sont franchement meilleures que de devenir le successeur de Justin Trudeau, ne serait-ce qu'à cause de l'alternance. De la langue. C'est vrai. Bien, parlons-en de Justin Trudeau, caucus. Et là, a-t-il été piqué par Kate McDonald, députée d'Avalon, Terre-Neuve-Labrador, qui a dit à notre collègue il y a 2 jours, chaque chose a une date de péremption et nous sommes arrivés là et le chef peut-être. Et là, il s'est dédié, il a envoyé un texte là, où il a dit non, finalement, j'aime tout le monde, j'aime mon chef. M. Trudeau était plus combatif aujourd'hui. Petit extrait, puis on revient. Les Canadiens sont inquiets. Ils veulent des solutions. Mais malheureusement, il y a des politiciens qui veulent juste se servir de cette inquiétude pour amplifier la colère pour leur propre intérêt. Bon, un assez long discours où il a dit, nous, on est pour ça, les dents, eux sont contre ça, nous, c'est pour ça. Bon, il a voulu marquer son territoire un peu plus agressif. Tour de table rapide. Dans quelle posture il commence cette session lundi, Chantal? Selon moi, les libéraux sont étonnamment en meilleur état moralement qu'au retour de la session d'automne où là, ils avaient vraiment passé un été à être surpris, en fait, sous le choc de leur dégringolade. Là, le choc est passé, ils sont presque habitués à leur malheur. Quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont fait le tour. C'est vrai, je suis allé à Toronto hier et partout où je suis allé, on m'a parlé en mal de Justin Trudeau. Mais après ça, personne ne voulait me parler en bien de Pierre Poilievre. Et je pense que c'est ça qui leur donne une petite lueur d'espoir. Ça et le temps, mais c'est surtout que, et on l'a vu là, avec cette espèce de mini-sortie qui n'en est plus de ce député, ils n'en ont pas de solution de rechange évidente de chef qui ferait un miracle à la place de Justin Trudeau. Même par mirage, il n'y a même pas le mirage d'un remplaçant qui serait meilleur que Justin Trudeau. Alors, ça tempère pas mal les ardeurs. Michel. Oui, bien, M. McDonald, je le connais pas, mais je l'écoutais là, quand il a fait sa sortie, puis il avait pas l'air d'un kamikaze. Hein? C'est pas le genre de gars là, qui, je pense, va partir un complot pour destituer M. Trudeau. Et ce qu'il disait, c'était intéressant, c'est les libéraux qui ont passé leur date de péremption, plus que M. Trudeau. Alors, j'ai l'impression qu'il disait, écoutez, Trudeau peut bien rester. Trudeau ou un autre, c'est pareil, on est fini. Alors, avec une attitude comme celle-là, on ne fait pas des gros poids. Vous exagérez même pas, mais c'est ça qu'il dit. C'est ça, sa pensée. Puis c'est la loi naturelle. Puis on avait posé avant Noël à M. Trudeau la question. Hélène, conclusion. M. McDonald, il faut quand même garder à l'esprit, c'est un abonné de la dissidence. Dans les 2 dernières années, il a voté contre les libéraux, avec les conservateurs, contre la taxe sur le carbone. On dit de lui qu'il se représentera probablement pas à l'élection, mais plutôt à l'élection provinciale de Terre-Neuve. Donc, il faut quand même recadrer. Okay. Et aussi, le fait qu'il se soit ravalé en si peu de temps, ça dit quand même quelque chose, qu'il s'est probablement senti un peu tout seul. On est loin de l'époque des pros-Paul Martin qui essayaient de dégommer Jean Chrétien et qu'il ne se ravalait pas tant que ça parce qu'il se sentait appuyé par d'autres qui pensaient de même. Alors, c'est quand même le témoignage que je pense qu'il y a bien des gens qui sentent la soupe chaude, mais comme disait Chantal, ils ne voient pas nécessairement de remplaçants évidents et donc qui sont prêts à aller, ne serait-ce qu'à l'abattoir, avec le chef actuel. Avalon, ça risque d'être... Alors les amis, maintenant que vous avez écouté cet extrait, qu'est-ce que vous en pensez quand on sait que, voilà, bien sûr, pour ceux qui sont déjà au Canada, savent qu'actuellement c'est vraiment compliqué ici, parce que trouver un logement, c'est vraiment quelque chose de compliqué, l'accès aux soins est devenu compliqué, il faut attendre des heures et des heures aux urgences pour pouvoir être pris en charge, et ça ne s'arrête pas qu'aux hôpitaux. Il y a beaucoup de services qui sont vraiment au ralenti parce qu'il y a tellement de personnes qui sollicitent ces services-là. Donc les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je vous dis toujours, arrêtez de reprogrammer votre projet d'immigration. Arrêtez de renvoyer vos projets d'immigration parce qu'avec le temps, les choses se compliquent. Vous voyez, dans le temps, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on se voit en train de réduire les délais. Pourtant, on est habitué au fait que les délais se voyaient augmenter chaque année. Bon, voilà, les choses changent. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour lancer votre projet d'immigration? Dans tous les cas, en attendant que vous vous décidez, je vous souhaite très bonne chance dans vos procédures. Je vous souhaite bon courage et surtout, laissez vos avis en commentaire.